Prêt? Pour un coup. Prêt? Tirez! Telefoon aan, hoor. Telefoon. Telefoon. Viens de la treille pour un coup. Ouais. Tirez. Viens de la treille pour un coup. Ouais. Tirez. Tirez. C'est pas réaliste, ce truc de... Ouais, j'y vais. Ah non.
Craig pour un coup. Arrête. Tirez. Pièce de la treille pour un coup. Ouais. Tirez. Il y a quand même un micro de la SNCF. Là-bas, le gars avec le. Si je reconnais bien le micro. Le procureur général, Madame, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs les représentants de la France voisine, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouverte cette 200e commémoration de la restauration de la République. Accompagné par le corps de musique de l'Anvers, je vous invite à chanter le Sekeleno. Mesdames, Messieurs,
Nous commémorons aujourd'hui la restauration de l'indépendance genevoise. L'événement est d'importance car il marque la fin d'une occupation, celle voulue par Napoléon en 1798, qui a fait de Genève le chef-lieu d'une circonscription française dans un département du Léman englobant tout à la fois Évian, Gex et Megève. 15 années plus tard, ces défaites militaires entraîneront, après une brève période d'occupation autrichienne, le retour de l'indépendance de Genève. Puis, quelques mois plus tard, notre choix de rejoindre la Confédération. En cette année singulière, cette cérémonie matinale marque aussi le début des célébrations du bicentenaire de notre rattachement à la Suisse qui s'égrèneront durant toute l'année 2014. La Restauration, c'est aussi le début d'une période particulièrement faste de l'histoire genevoise. En 4 décennies à peine, Genève revivra ainsi et successivement l'indépendance, puis la Suisse, puis, avec la révolution radicale de 1846, la démocratie, condition essentielle de sa prospérité et de son rayonnement. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. La politique est rarement une affaire de bons sentiments, mais toujours la défense de certains intérêts. S'il y a 200 ans, Genève a choisi la Suisse et n'a jamais eu à le regretter, si la Suisse est devenue notre patrie et que nous l'aimons aujourd'hui sincèrement, nos ancêtres ont d'abord et avant tout été animés par le souci de leurs intérêts. C'est dans une Europe en guerre que Genève a vu d'un bon œil un empereur décrié quitter ses terres. C'est d'un territoire étriqué et enclavé que Genève a vu venir, par des barques confédérales débarquant au port Noir, l'espoir d'un désenclavement. C'est dans un pays fédéraliste que Genève a trouvé la meilleure garantie de son indépendance et les conditions de sa prospérité. Au-delà des rappels de notre passé, les commémorations historiques nous donnent les clés pour comprendre notre avenir. Dans un monde où tout semble volatile, nous avons besoin de préserver nos racines. La cérémonie de la Restauration célèbre d'abord un lien avec notre terre, Genève, et notre patrie, la Suisse. Aimer sa patrie, aimer sa terre, adhérer à ses traditions, respecter ses coutumes, savoir d'où l'on vient, comprendre nos institutions est plus essentiel que jamais. Tout au long de son histoire, Genève, cité-État, devenue tout à la fois une terre de refuge, puis un canton suisse et une ville internationale, a su préserver des valeurs fortes. Elles ont pour nom respect des minorités et des engagements, plutôt que dictature d'une majorité, État et sécurité du droit, plutôt qu'arbitraire de l'immédiateté, et confiance en la parole donnée, plutôt que revirement. Ce sont ces valeurs suisses et genevoises que nous célébrerons durant l'année qui vient. Mais ce sont aussi les valeurs du droit international et humanitaire qui font de la Genève diplomatique une ville si particulière. J'aimerais, Monsieur le nouveau directeur général des Nations Unies, saluer tout particulièrement votre présence, en relevant combien la décision prise par votre Assemblée générale de confirmer son intention de rénover le Palais des Nations nous réjouit. Votre présence, à une heure si matinale, est un honneur, car nous savons
que parmi les 193 pays membres de votre organisation, la Suisse doit bien être le seul pays à vous inviter à une célébration dans le brouillard, de nuit, le dernier jour de l'année. Avec tous mes vœux pour tous, pour 2014, que vive Genève, que vive la Suisse et que vive la Genève internationale.
joyeux, oh c'est le monde plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents d'un cœur pieux. Rassemblés ici dans cette cathédrale pour célébrer Dieu à l'occasion du 200e anniversaire de la fête de la Restauration. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, les conseillers d'État, monsieur le président du Grand Conseil, et vous, mesdames, messieurs les députés et conseillers administratifs de la ville de Genève. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs les conseillers nationaux, et vous qui représentez les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs de notre canton.
Et il lisait ce texte du Deutéronome au chapitre 7. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres grâce à sa force irrésistible. Il vous a fait sortir des pays où vous étiez esclaves. Il vous a arraché aux griffes du Pharaon. Reconnaissez que le Seigneur, votre Dieu, est le seul vrai Dieu. Il maintient pour 1000 générations son alliance avec ceux qui obéissent à ses commandements. Il reste fidèle envers ceux et celles qu'il aime. Et il punit directement et sans tarder celles et ceux qui le haïssent. Prenez donc au sérieux les commandements, les lois et les règles que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique. Si vous êtes attentifs à ces règles et si vous veillez à les mettre en pratique, le Seigneur votre Dieu maintiendra fidèlement en votre faveur l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Dans son amour, il vous rendra prospère. Il vous accordera de nombreux enfants, ainsi que d'abondantes récoltes de blé, de vin et d'huile. Et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres lorsque vous serez dans le pays qu'il vous donnera, comme il l'a promis à vos ancêtres. Il vous rendra plus prospère que les autres nations. Aucun d'entre vous, homme ou femme, et aucune de vos terres ne souffrira de stérilité. Le Seigneur vous préservera de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux. Amen.
la porte de Neuve, qui se trouvait à peu près à l'endroit où se dresse la statue du général Dufour. Le 30 décembre à midi, à la porte de Cornavin, entrait le premier des 8500 Autrichiens, peut-être au rythme de la marche du voyage que nous venons d'entendre. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, et c'est le premier fruit de l'action de ces quelques hommes qui, voyant Napoléon défait à Leipzig en octobre 1813, qui, attendant depuis 15 ans le moment propice, ont décidé de prendre les choses en main. Et dès le 26, ils sont allés à Lausanne négocier avec le maréchal de Bouvena pour éviter que le sang soit versé. Et en même temps, ils ont pris contact avec le général Jordi, qui habitait à la Grande-Rue, pour lui demander de ne pas tirer même symboliquement. Ça a été leur premier succès. Ces hommes, ils avaient un rêve, reprendre l'histoire de la République, non pas en 1798, date de l'annexion par la France, même pas en 1792, surtout pas, date de la Révolution genevoise, mais reprendre l'histoire avant la Révolution. Ce sont des hommes d'Ancien Régime, menés par deux magistrats, le syndic Ami Hulin, personnage charismatique, genevois de toujours, et le syndic Joseph Desarts, l'homme fort, raide, cassant, réactionnaire, mais sans doute homme d'État. Ils ont reconstitué le petit conseil avec 25 membres, tous anciens magistrats de l'Ancien Régime, donc des vieux messieurs. Et ils ont complété le nombre en allant puiser dans des familles de l'oligarchie. On s'en convainc en disant leur nom au bas de la proclamation qu'ils ont rédigée le 31 décembre et qu'ils ont lu le 1er janvier sur les places de Genève. Mais quel chemin de croix! Il y a 6500 Autrichiens qui sont à loger depuis le 30 décembre chez l'habitant. Il y a un régiment de hussards qui est sur la place de Saint-Pierre. Il faut du foin. Pour le stocker, on monte des palissades entre les colonnes de péristyle et on transforme le péristyle en fenière et le bas de ce sanctuaire en magasin de sacs d'avoine pour les chevaux qui sont sur la place. Enthousiasme de la population? Non. Non, ces magnifiques seigneurs, comme on les appelle tout de suite, les Genevois sont coquenards des époques. On se dit, mais de quelle croix? Pourtant, on ne les siffle pas, on écoute la proclamation poliment, et sans doute qu'on se rend bien compte que s'ils n'avaient pas bougé, l'avenir de Genève était français. Genève était française, il n'y avait pas de raison qu'elle ne le restât point. Les Autrichiens, des libérateurs, certes,
occupants. Et instantanément, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vivre et ils le demandent impérieusement. Ces hommes n'ont pas de budget, ils n'ont pas de police, ils n'ont pas de justice. À la disposition, c'est qui tout de même sont les fondamentaux d'un État. Et pourtant, ils vont jouer un rôle très important. Non pas directement à Genève, mais dès le 5 janvier, ils partent. À 4. Des arts, celui qui sera l'artisan du nouveau canton, Pictet de Rochemont, et deux autres personnages qui vont à Bâle. À Bâle, il y a là l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie, le roi de Prusse, les alliés qui pourchassent Napoléon. Et ces hommes ont ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau. Pour Pictet de Rochemont, c'est l'agriculture. Le tsar connaît ses mérinos. Il lui a permis d'en acclimater à Odessa, et dans une de ses lettres, Pictet de Rochemont dit « Sainte agriculture ». Il m'a bien aidé. Les tsars connaissent le roi de Prusse, et ils arrivent à faire comprendre aux alliés qu'il faut protéger Genève. Simplement, leur rêve ne tient pas longtemps, parce que les ministres des Affaires étrangères et les souverains eux-mêmes leur ont dit non. Vous n'allez pas recommencer l'histoire de Alaïdam. Non, vous allez devenir suisse. Et nous vous soutiendrons dans votre demande d'adhésion. Pendant ce temps, à Genève, il neige ce mois de janvier 1814. Il fait moins 15, pendant plus de 15 jours. Et puis, les Autrichiens sont de plus en plus exigeants. Ils fauchent l'artillerie, ils emmènent jusqu'à Vienne. Et puis, surtout, à partir du 15 février, les Français sont de nouveau là. N'oublions pas que Napoléon a eu une espèce de sursaut et qu'il a renvoyé le général Rousset en principe pour reprendre Genève. Ils sont à 40. Il n'y a que l'arme qui sépare les Français de Genève. On se bat à Collonges sous Salers, on se bat à Saint-Julien. Et je vois mention d'après avec les longues vues, horrifiés, ils voient les combats et ils voient surtout les Autrichiens blessés qui rentrent dans la ville pour se faire soigner. Cette fin de février et ce mois de mars sont terribles. Ce gouvernement provisoire a déjà démissionné. L'Autrichien leur a dit, mais partez. Et ils partent parce qu'ils savent très bien ce que leur a rapporté Pictet Diodati, qui a vu l'empereur à Paris. L'empereur lui a dit, j'aurai la peau de ces jeunes rois qui m'ont trahi et qui ont fait rébellion. Bref, ce sont des moments extraordinairement difficiles qui vont connaître une détente seulement à partir du 5 avril, au moment où Napoléon a pris et fait ses adieux à Fontainebleau. Mais ce sera possible. Et l'autre grand chantier, c'est Pictet de Rochemont qui s'en charge. Il part à Paris pour la première conférence post-Napoléon pour tâcher d'obtenir ce que les Suisses ont tout de suite demandé, un territoire pour Genève qui soit contigu à la Suisse. Quand vous partiez de Genève à la porte de Cornavin, vous étiez tout de suite en France à Rogny, et vous étiez à Genève de nouveau à Chanteau, et puis de nouveau en France à Versoix. Donc il fallait tâcher de trouver un territoire, et seuls les Alliés,
France, bien entendu, mais les Alliés également, pouvaient obtenir pour Genève ce territoire. Ça a été très difficile. Nous sommes devenus un canton suisse avant d'avoir notre territoire cantonal. Et seulement en 1816, Pedro Rochemont a pu conclure le dernier traité à Tuzin. Et on lui faisait encore sentir à ce Genevois, dans les couloirs des ministères, que les Genevois n'avaient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se souvenaient de l'escalade, c'est ça. Voilà comment les choses se sont passées. Il y a eu, au 1er juin, en fait, la première éclaircie. Les Autrichiens étaient partis le 17 mai et on avait demandé à la République d'envoyer les troupes. Elles sont arrivées le 1er juin au Port-Noir, par des barques, non pas pour faire des guillotines sur les ancêtres de la Neptune, mais parce qu'on ne pouvait pas passer les troupes suisses à travers la France. Il fallait donc venir par la voie du lac. Et on savait, au moment où ces gens arrivaient, qu'il y avait une réelle pièce populaire. Ça a été vraiment le premier moment où les Genevois se sont réjouis. On savait à ce moment-là, dans le gouvernement provisoire, que Peter Rochemont n'avait rien obtenu à part. Dans les rôles, on avait dit, vous pouvez passer par cette route, on ne vous fera pas d'ennui. Et Louis XVIII ne voulait rien. Les Suisses avaient demandé une deuxième chose, outre le canton contigu à la Suisse, ils avaient demandé une constitution. Et dans leur esprit, c'était une constitution conservatrice, réactionnaire, et les uns ont rempli le mandat. Il a supprimé le Conseil général, il a instauré un suffrage censitaire, et donc les Suisses étaient contents, et les Genevois pas. Seuls 2500 votants ont donné leur accord. Ça a été le début d'une longue tradition d'abstention. 40 ans après, pour la nouvelle Constitution. Bref, c'est un grand moment en 1814 pour Genève. C'est aussi un moment extraordinaire. J'ai découvert dans les mémoires de Jean Coucou, professeur à l'Académie, ce qu'il a vu le 5 décembre 1814. J'ai vu un char à 4 roues cheminant par l'effet seul de la vapeur de l'eau bouillante. 2 ou 3 personnes peuvent y tenir à l'aise. On fait bouillir l'eau dans une pièce à l'arrière-plan du char. Cette expérience a réussi. Cependant, elle aura besoin de prodigieux perfectionnements avant d'être applicable aux besoins de la société. C'est la première bagnole qui est décrite à Genève le 5 décembre 1814. Alors nous avons récupéré notre indépendance, nous avons été acceptés en septembre par les Suisses, nous avons hérité d'une piètre constitution, mais nous avons la promesse des bagnoles. Jean Picot, 3 semaines plus tard, se trouve certainement ici pour entendre son père, qui prêche sur ce beau texte que nous avons lu, Deutéronome 7. Et que dit le pasteur Picot à ces Genevois là? Il leur dit des choses qu'ils comprennent très bien. Vous êtes élus de Dieu. Dieu vous aime. Dieu votre prospérité, il la veut. Dieu vous délivre. Dieu est fidèle. Et pour les Genevois, c'est une espèce de trace qu'ils peuvent eux-mêmes reconstituer, en tout cas jusqu'au XVIe siècle.
les jeunes voix ont toujours eu, et peut-être encore aujourd'hui, le sens du fait qu'ils étaient élus, qu'ils étaient en tout cas particuliers, et de perplexité, et pour nous donner la hardiesse d'aller familièrement jusqu'à lui. Amen. L'Église du Christ crie à la fois pour les autorités et pour les habitants du lieu où elle est présente en tant que communauté de foi, d'amour et d'espérance. Car les vœux, plus qu'une habitude formelle, correspondent à une vraie démarche d'espérance. Et nous sommes ici à Saint-Pierre pour manifester le fait qu'ensemble, en respectant nos convictions différentes, nous partageons la même préoccupation d'un avenir meilleur pour tous, résidents suisses et étrangers. Par nature, les églises œuvrent au service de tous, au service des valeurs éthiques indispensables au bien commun, car elles créent jour après jour du lien social entre générations, entre cultures. Elles favorisent le respect mutuel, le dialogue, l'intégration. Elles sont militantes de la dignité humaine, soucieuses du sort des plus faibles. En fonction de ces objectifs humanistes qui font leur quotidien, les églises forment et mandatent de nombreux bénévoles. Elles défendent des valeurs reconnues qui contribuent efficacement avec d'autres à la vitalité de notre communauté genevoise. Nous souhaitons donc aux autorités un exercice fructueux et gratifiant de leur mandat, elles qui ont pour mission de garantir aux citoyens un futur meilleur possible, avec tout ce que cela implique aujourd'hui à la fois de rigueur et de dévouement. Elles ont en cela l'encouragement moral et l'appui spirituel des églises, dont la vocation reste d'ouvrir un avenir d'accomplissement en offrant un chemin d'humanité à des personnes qui cherchent à accomplir leur destinée. Dans l'esprit d'une laïcité riche du vivre ensemble, c'est-à-dire ouverte au charisme des uns et des autres, que nos engagements respectifs sachent converger vers le bien de tous, pour l'amélioration de la qualité de vie humaine de tous et pour un vivre ensemble riche d'expression. C'est le sens de nos vœux pour 2014. Nos trois églises ont établi depuis des années cette tradition d'adresser leurs vœux aux autorités et à la population. Comment ne pas s'interroger sur les vœux que l'on peut former pour cette nouvelle année qui débutera dans quelques heures? Bien des fois, nous avons entendu ce récit qui nous rappelle qu'en ce temps qui précédait la Restauration, l'Église veillait auprès de Genève occupée, devenue préfecture d'un département français. Près de 200 ans plus tard, beaucoup d'eau a coulé dans l'Arve et dans le Rhône. Bien des événements se sont déroulés dans la cité, de beaux moments comme d'autres plus sombres. Et l'Église est toujours là, présente, à veiller auprès de Genève. Nos trois églises portent ainsi une part de la mémoire de ce passé, tout en sachant tourner leur regard vers l'avenir. Quel avenir sera celui de notre cité en 2014? Que va-t-il se passer dans ces prochains mois? Quel sera le poids de ces débats internationaux dans la vie politique et économique de notre canton? Que va-t-il se passer en Syrie, en Égypte, au Sud-Soudan, en Centrafrique et dans tant d'autres pays en guerre? Quel sera le sort de ces chrétiens d'Orient, aujourd'hui condamnés à l'exil, et dont certains
tentent quelquefois de venir se réfugier dans notre cité. Quelle sera la portée de ces grandes conférences internationales comme celle qui se tiendra ces prochains jours à Genève, justement à propos de la Syrie? Voilà quelques-unes de ces multiples questions auxquelles il est bien difficile de répondre par avance. Seigneur, me court aujourd'hui dans la tête et dans le cœur la vie, l'avenir, la société. Qu'est-ce qui mérite d'être cherché au-delà de tout? Et la vie, et l'amour, et la mort. Tant de questions sont rivées à mes joues. À qui se lier? À qui et à quoi se fier? À qui donner sa fidélité? Où trouver la part de vérité capable de mettre en mouvement nos ardeurs et nos tendresses? À la fin de cette année, nous venons près de toi, Seigneur, avec nos fardeaux de questions, non pour trouver une réponse définitive, mais pour écouter tes paroles qui éclairent et indiquent un sens plus loin que tous les brouillards. Au début de ce temps nouveau, nous venons vers toi, Seigneur, avec nos fardeaux de questions, et nous te disons, nous te donnons notre confiance, et nous te demandons, viens avec nous pour ce nouveau voyage. Alors nous porterons nos fardeaux de questions, car nous nourrissons de ta parole et de ta présence chaque jour de cette nouvelle année. Fin de citation.